Je suis Céline. Avec du coup mon mari maintenant, on a réalisé un parcours de PMA qui a débuté concrètement en 2020 et qui a abouti en 2024 sur une grossesse. J'ai pu dire à l'hôpital, moi j'arrête le protocole en cours. J'en veux plus, stop. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver les bons dosages, parce que ça faisait 1 mois de traitement et que ça fonctionnait pas. Comment avoir un enfant lorsque l'un des conjoints est infertile ? Un couple sur 4 ayant déjà eu un projet parental s'est déjà posé cette question. Ça représente 3,3 millions de femmes et d'hommes en France. Et derrière les chiffres, il y a des histoires. Dans le cas de Céline, c'est son mari qui est infertile. Entre 2019, le moment où ils ont voulu avoir un premier enfant, et 2024, le moment où Céline tombe enceinte, il s'est écoulé 5 ans. 5 ans en parcours d'assistance médicale à la procréation, l'AMP. 5 ans à devoir gérer les nombreux rendez-vous, sa vie professionnelle, la pression de ne jamais y arriver. Pour éclairer ce parcours, Mathilde Domain-Bernard, gynécologue, Ségolène Vaux, biologiste, Stéphanie Tranchot, psychologue et Marc-Antoine Bellereau-Thureau, biologiste et chef de service au Centre médical d'aide à la procréation du CHU de Rennes. Avoir un enfant en parcours AMP mode d'emploi, voilà la promesse de ce premier épisode consacré aux patientes et aux praticiennes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin. Bon, où est-ce qu'on va là ? Vous pouvez nous dire ? Du coup, là, on arrive dans le centre d'aide médicale à la procréation du CHU de Rennes. Hop, et là, allez-y. Et donc, on arrive d'abord dans la zone un peu patient et on va basculer de l'autre côté vers nos bureaux. Très bien, super. Au tout début, en juillet 2019, moi, j'ai arrêté ma contraception. Je me dis, pourquoi pas avoir un enfant, c'était notre projet. On s'est très vite rendu compte que je n'avais pas de cycle. Et là, on s'est dit, oulala. Enfin, on m'a fait des examens. Il s'est avéré que j'avais les ovaires polykystiques. En fait, concrètement, l'ovaire, tous les mois, va sécréter un follicule qui libère un ovocyte. Les ovaires polykystiques, c'est une accumulation de petits follicules qui font qu'il n'y en a pas un seul qui se déclenchait, qui arrivait à maturité pour libérer un ovocyte. Donc cette gynécologue a très très bien réagi en se disant, oulala, on va peut-être tester monsieur parce que si on donne des traitements à madame et qu'on ne teste pas monsieur, ça ne fonctionnera pas si monsieur a également un souci. Mais ça, on ne le savait pas du tout, on n'était pas du tout au courant. On s'est dit, bon, ok. Alors déjà, on a testé quelques petites choses sur moi pour déclencher des cycles et tout ça. Du coup, on a abouti en janvier 2020 à faire des premiers examens pour monsieur. Et là, il s'est avéré que ces examens-là étaient négatifs. Donc ça veut dire, il n'y avait pas de spermatozoïdes pour monsieur. Donc là, on s'est dit, mince, notre choix, ça a été la PMA. Pour pouvoir avoir une chance d'avoir une conception d'un enfant. C'est là où notre gynécologue nous a dit que ça relevait plus du tout de sa compétence. C'est une gynécologue qui travaillait à l'époque au sein d'un hôpital en secteur plutôt rural et nous a orientés sur un gros centre de type soit Rennes, soit Caen. Donc la première fois que vous êtes adressé au SECOS, c'est le 6 mars 2020. Il faut savoir quand même que ça fait pratiquement 1 an que vous avez envie d'avoir un enfant et que pour l'instant ça n'arrive pas. Pour autant, les diagnostics ont été assez vite parce que octobre 2019, j'avais ma première consultation gynécologue pour les ovaires polykystiques, janvier 2020 pour mon conjoint, mars 2020, premier rendez-vous en centre de PMA, et puis on était dans le contexte du Covid. Donc 6 mars 2020, premier rendez-vous, 11 mars 2020, fermeture du centre. Donc là, on a eu quelques mois pour encaisser aussi, nous, les diagnostics au final, et prendre un peu de recul et pouvoir en échanger avec mon conjoint. On s'était dit, bon, ok, tout ce qu'on a fait avant, ça fonctionne pas, bien peut-être qu'avec de l'aide, ça va marcher. Et donc on a pu commencer les essais, du coup, en insémination avec donneur en novembre 2021. Donc, premier essai dans cette insémination-là, on s'est dit ça va fonctionner. Enfin, on nous a aidés. Enfin, on mettait beaucoup d'espoir dedans. Et pour le coup, ça n'a pas fonctionné.
Donc Mathilde Domain-Bernard, je suis gynécologue, praticien hospitalier au CHU de Rennes et je travaille dans le centre d'assistance médicale à la procréation depuis 2014. Et donc j'accompagne les patients et les couples dans leur projet d'AMP. 5 ans, c'est très long et moi j'ai accompagné des patients qui ont des infertilités de 10 ans. Parce qu'en plus, les personnes, quand elles arrivent à notre consultation, il y a toute cette infertilité de la maison. C'est-à-dire que parfois ils arrivent, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils essayent. Tous les mois, c'est un échec. Chaque épisode de règles, c'est de plus en plus lourd à porter. Et c'est vrai que moi je dis souvent à mes jeunes collègues et aux étudiants, il ne faut pas oublier qu'il y a tout ça avant et que tout ça, ça fait partie de l'histoire et qu'il faut le prendre en compte dans l'analyse et dans les choix qu'on fait nous aussi de comment on va les accompagner. À un moment où du coup il y avait beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, c'était difficile et du coup on prend le temps. On discute. Je pense que c'est important de prendre le temps pour accompagner dans ces moments-là. On remet tout à plat. On essaye de tout regarder. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On va chercher. C'est un moment où on se pose. Alors, on fait aussi des examens. Ça prend du temps. C'est beaucoup d'investissement psychiquement, physiquement. Mais c'est aussi important de prendre ce temps-là pour justement aller dans le bon sens pour reprendre dans de meilleures conditions, quoi. Avec mon conjoint, on était toujours tous les deux pour tous les rendez-vous. Et les rendez-vous qu'on n'a pas pu faire tous les deux, c'était vraiment quelque chose de très à la marge. Et c'était hyper important pour nous. On habite loin, on habite à 1h15, 1h30 de route de Rennes. Donc il y avait aussi beaucoup de logistique. Il a fallu partir très tôt le matin, il a fallu s'absenter. Il a fallu tout organiser autour de ça. Lui pouvait des fois par exemple plus prendre le volant, on s'accompagnait alors il n'avait pas le droit à des moments donnés de rentrer avec le Covid dans les salles, les choses comme ça, il y avait toutes ces choses là, donc en fait on s'attendait devant des fois, il y a eu des choses pas simples à des moments donnés, mais on s'est toujours soutenu. J'ai eu plusieurs périodes d'arrêt maladie, en effet, parce que les opérations entraînent forcément des arrêts maladie à des moments donnés. C'est ça, en fait, c'est un investissement à tel point que vous devez arrêter. Votre travail a été mis entre parenthèses. Il y a eu des moments donnés où, en fait, il y a eu des périodes où aller sur Rennes tous les 2 jours, ou à d'autres moments donnés, se faire opérer. Par exemple, il y a eu des moments donnés où, en effet, il y a eu des arrêts qui ont été imposés, en fait, où il n'y a pas eu le choix de prendre un peu de temps pour pouvoir récupérer physiquement, parce qu'on est aussi loin aussi de l'hôpital. En réalité, pour les femmes, les conséquences du parcours d'assistance médicale à la procréation, l'AMP, sur la vie professionnelle sont nombreuses. Dans une étude à paraître et qu'Actu.fr a pu consulter en avance, la professeure Florence Boitrel et la docteure Marion Beignadan, toutes 2 médecins biologistes de la reproduction, révèlent des chiffres parlants. Au début, la majorité des femmes parlent de leur parcours à leur employeur et à leurs collègues, tout se passe bien. En revanche, lorsque le parcours d'AMP s'étire dans le temps, comme c'est bien souvent le cas, c'est là que les problèmes arrivent. 2/3 des répondantes considèrent que l'employeur ne les a pas assez soutenues tout au long du parcours. Et la moitié considère que les rendez-vous et les traitements liés à l'AMP ont eu un impact négatif sur leur emploi à cause de leur difficulté à concilier les horaires. Ce malaise professionnel n'est qu'une infime partie du mal-être ressenti dans le parcours d'AMP. Presque la majorité des femmes évaluent que leur parcours a eu un impact fort sur leur santé physique et mentale. Presque toutes ont ressenti de la fatigue et du stress. 1/3 se déclarent en état dépressif et 8,5% d'entre elles déclarent avoir eu des pensées suicidaires. Je suis le professeur Marc-Antoine Belleroth-Thureau, je suis biologiste et le chef du service de biologie de la reproduction SECOS. Si vous prenez un couple de femmes jeunes qui vont bien, ça va marcher. Si vous prenez un couple plus âgé ou monsieur, par exemple, est azoospermique, produit peu de spermatozoïdes, mais madame a déjà 40 ans, là, ça va fonctionner moins souvent. On peut avoir des taux de grossesse qui sont autour de
globalement de 20%, si vous voulez vraiment un chiffre, mais par cycle. Après, on fait plusieurs cycles, etc. Et puis, comme je vous le dis, il y a des patientes qui sont très, très fertiles et ça marche très, très, très bien. C'était des patientes qu'on voyait peut-être pas avant, parce que soit elles allaient à l'étranger, soit il y avait, entre guillemets, des méthodes un petit peu artisanales entre les gens, quoi, qui se débrouillaient, quoi. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur offrir une sécurité sanitaire de prise en charge aussi. Donc, vous faites votre FIV, donc on est en février 2023, encore je le rappelle, ça fait bientôt 3 ans et demi que vous avez initié ça, votre envie de bébé. Comment ça se passe là ? Eh bien, donc on fait. La FIV nécessite des traitements plus lourds. Lesquels, vous pouvez les préciser ? Des piqûres de... Alors moi, je connaissais déjà les piqûres de stimulation, mais à des plus faibles dosages. Donc des piqûres de stimulation à plus fort dosage. Des choses pour bloquer, des traitements pour bloquer les ovulations. Des traitements pour maîtriser les cycles de la femme. Enfin, vraiment, il y a plein de sortes de traitements possibles. Ça devient presque... trop, non ? Vous trouvez pas que le C'était traitement... beaucoup, mais en même temps, on s'est dit on n'a pas le choix non plus d'en passer par là pour pouvoir avoir un enfant. On a aussi eu des moments donnés où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On se posait la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est encore prêt alors l'un et l'autre avec mon mari du coup, est-ce qu'on est encore prêt à continuer ? Est-ce qu'on arrête ? Comment est-ce qu'on sent l'un et l'autre par rapport à ça ? En se disant aussi que si à un moment donné ça allait trop loin pour l'un ou pour l'autre, qu'on se dise qu'on puisse aussi arrêter ce parcours-là. Enfin, ça a été important de pouvoir communiquer là-dessus au sein du couple. Ouais, parce que vous vous êtes dit parfois on va arrêter là, c'est bon, c'est trop, je suis fatigué. Du coup, il y a eu la première ponction. Après, on a eu beaucoup de mal à avoir des ajustements pour les traitements de transfert d'embryons. J'ai pu dire à l'hôpital, moi j'arrête le protocole en cours. J'en peux plus, j'en veux plus, stop. J'arrête le protocole en cours. Pas pour de la FIV, mais pour du transfert d'embryons ensuite. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver les bons dosages, parce que ça faisait 1 mois de traitement et que ça fonctionnait pas. Alors moi je suis Stéphanie Tranchot et je suis psychologue clinicienne au SECOS depuis bientôt 3 ans. Ce qui peut peser beaucoup, c'est quelque chose qui est historique, culturel, que la parentalité c'est quand même quelque chose de génétique, c'est-à-dire qu'on fait un enfant avec ses propres gamètes. Donc diagnostiquer une infertilité, c'est toujours très compliqué. C'est surtout que ça vient toucher quelque chose de très intime. Donc classiquement, on fait un enfant dans l'intimité d'un couple, dans le cadre d'une histoire d'amour, avec l'aboutissement d'un désir qui se mue en projet. Là, d'un seul coup, c'est impossible. Donc, il faut faire appel à des tiers. Donc, ça expose la sexualité, l'intimité. Ça disjoint, on a l'habitude de dire que ça disjoint plein de choses. C'est-à-dire que ça disjoint la sexualité de la procréation, parfois même la procréation de la gestation. Parfois, il y a de la FIV. Donc on fait en sorte qu'il y ait une fécondation in vitro, donc ça veut dire que déjà il y a une maturation d'embryon qui se fait en dehors du corps de la femme. Donc il y a plein de choses qui se font finalement dans l'intimité, qui là se trouvent exposées à la science, à la médecine. Donc ça c'est quand même particulier. Et surtout dans ce cas-là, donc ce n'est pas le monsieur n'a pas pu donner ses gamètes, donc ces gamètes qui viennent de l'extérieur. Il faut accepter aussi que l'enfant ne lui ressemblera pas, ou pas du tout d'ailleurs, et qu'il n'aura pas la même tête. Ça, comment est-ce qu'on l'assume ça ? Est-ce que c'est des craintes ? Pour certains, ça l'est. Effectivement, certains peuvent dire que c'est compliqué de se dire que finalement ils savent pas trop à quoi leur enfant va ressembler. Pour d'autres, ça fait pas question ça. Certains ont vraiment beaucoup avancé dans cette réflexion-là et ils se disent que cet enfant sera le leur, quel que soit finalement son patrimoine génétique.
à partir du moment où ce désir d'enfant, il est là avant l'arrivée de l'enfant, ce sera leur enfant et il finira par leur ressembler parce qu'évidemment qu'il y a aussi des phénomènes liés à l'environnement. Il n'y a pas que le patrimoine génétique qui rentre en ligne de compte dans la parentalité, dans la maternité, la paternité, mais il y a aussi comment l'enfant se développe dans un environnement. Par contre, ce qui peut interroger, je trouve, beaucoup de futurs pères, c'est les nouvelles dispositions de la loi de bioéthique quant à la levée de l'anonymat des donneurs. Ça date donc de 2021, c'est concomitant de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, et il y a une loi qui concerne le don qui a changé la donne, c'est-à-dire que les donneurs continuent de donner de façon anonyme, mais dorénavant, les enfants issus de ces dons ont le droit de demander des informations à partir de leur majorité à une commission qui siège à Paris qui s'appelle la CAPAD et qui pourra leur transmettre des informations relatives aux donneurs. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour certains futurs pères. Ça soulève des questions de finalement, si l'anonymat est levé, comment garantir, moi, ma place de père toujours auprès de cet enfant. Il y a parfois l'idée un peu imaginaire qu'il y a une rivalité qui va pouvoir s'installer entre eux, leur place de père, et puis ce donneur qui, de toute façon, ne sera jamais un père, mais qui a quand même transmis ses gènes. Début 2024, on s'est dit, là, stop, on fait vraiment une vraie pause. On avait un projet de mariage en mai 2024. Donc là, on n'avait plus forcément la PMA dans nos priorités. Parce que 3 mois avant, on ne pouvait pas décaler les prestataires. Et là, en fait, on ne contrôle pas toujours. Chez la femme, on ne peut pas toujours tout contrôler. Et en effet, on s'est dit, on a pu recommencer les traitements, les tout débuts des traitements pendant le mariage. Donc là, on s'est dit, oulala. Donc, on n'a clairement pas fait ce qui... d'habitude, on était très rigoureux sur les heures de prise, sur tout ça. Donc là, un peu moins de fait. Et du coup, c'est là où on a fait notre dernier transfert d'embryon en se disant... Mais en fait, on va le faire, mais c'était le dernier transfert de cette FIV-là. Mais on n'était pas en se disant, ça va absolument fonctionner. En se disant, on va le faire parce que on va pas, on va aller au bout, mais on n'était pas très convaincus. Et au final, c'est là où l'embryon s'est accroché et où ça a pris. C'est ce moment-là où vous êtes tombée enceinte. C'est ça. Le 28 mai exactement, alors on m'a dit, c'est le 28 mai 2024. C'est ça. Il y a très peu de personnes qui savent exactement quand elles sont tombées enceintes. Oui. Vous savez exactement, c'est à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Qu'est-ce que quand vous avez su Alors, c'est un mélange de joie et de stress. Parce que quand on était très contents que ça puisse prendre. Mais pour autant, quand on a eu tout le parcours avec toute la spirale négative, tous les échecs, tout l'historique qu'on a eu, on s'est dit, quelle va être l'issue ? Est-ce que ça va vraiment aboutir ou pas ? Comment ça va se passer ? Et je me rappelle encore de notre sage-femme à la fin du premier trimestre qui nous dit, non mais vous pouvez vous projeter, on avait du mal à se projeter dans la grossesse, à la fin du premier trimestre, notre sage-femme disait, mais vous pouvez vous projeter dans la grossesse, vous pouvez vous projeter, commencer à préparer. Tellement ça a été long. Et là on s'est dit, oulala. Vous vous êtes dit, c'est pas possible. Oui. Parce que pour rappel, encore une fois, en juillet 2019, vous voulez un bébé. Là, nous sommes le 28 mai 2024. Oui. Donc en fait, c'est dingue, c'est 5 ans, quoi. 5 ans de parcours, d'attente. Oui. De résultats, de prise, de ponction, de piqûres. C'est ça, de traitement. Je n'ai pas compté le nombre total de piqûres, mais je pense que si j'avais compté, il y aurait eu une grosse quantité. Quand elle aura sa majorité, elle aura possibilité de contacter son donneur. Est-ce que vous redoutez ce moment ? Elle le fera si elle le veut et on l'accompagnera là-dedans si elle le souhaite. On n'est pas réfractaire et fermé à tout. Après, elle fait partie de l'ancien régime de don, donc c'est un petit peu différent de l'ancienne loi, avant que la loi soit réactualisée. Mais on verra à ce moment-là, on prendra les choses comme elles viendront. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que malgré
ce parcours du combattant qui a été hyper compliqué, vous repartez dans un parcours, dans un projet d'enfant avec le SECOS, avec un nouveau parcours qui a été débuté en août 2025. Qu'est-ce qui vous est passé derrière la tête pour repartir dans un parcours comme ça ? Alors on s'est dit, on a eu notre petite fille, on s'est dit pourquoi pas à un moment donné un deuxième enfant. Mais nous on s'est dit mais pas dans une échéance proche. On s'est dit plutôt dans un plutôt au moyen long terme. Sauf que donc on a pris le premier rendez-vous donc qui devait être fait aux 6 mois de notre enfant, à partir de 6 mois, que notre enfant ait 6 mois. Et on s'est dit, si on fait toutes les démarches là, s'il y a un an de liste d'attente comme il y avait pour notre petite fille, du coup ça nous fait fin d'année prochaine, éventuellement peut-être, si on est prêt à ce moment-là. Quand on a fait tous les différents rendez-vous, donc médecin, biologiste, généticien, etc. On a eu comme délai février 2026. À partir de février 2026, on pouvait repartir sur une FIV. Et nous, on s'est dit que nous n'étions pas prêts pour le moment et qu'on avait cette possibilité-là, mais qu'on prenait le temps, nous, d'être prêts à ce moment-là. On pourra repartir quand on le souhaite. Merci à Céline pour ce témoignage courageux. Merci aussi à Mathilde Domain-Bernard, Ségolène Vaux, Stéphanie Tranchot, Antoine Belloro-Turo. Merci aussi à Marion Benyadan. Vous venez d'écouter le premier épisode sur 2 consacré aux patientes et aux praticiennes du SECOS. Plus généralement, Les gens du coin est une série de podcasts d'actu.fr dont l'objectif est de raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous.